Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Aviva, l'émission qui se veut bousculer les codes de l'entrepreneuriat. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aussi, vous avez envie de changer quelque chose. Changer l'image qu'on a de l'entrepreneuriat, qui peuvent être des freins justement pour entreprendre, ou alors changer l'entrepreneuriat en son sein. Parce que l'entrepreneuriat, ça peut être avec de l'impact social, sociétal et environnemental. Aujourd'hui, on va vous présenter différents clichés, des sujets tabous, parfois assez incisifs, assez binaire. L'idée, c'est de donner à réagir et à débattre autour de ces sujets. Moi, je m'appelle Maëlle et je vais être votre animatrice aujourd'hui. Et voici mes invités qui vont se présenter un à un. Bonjour, Grégory Fournier, donc je suis délégué général des Premières, la Fédération des Premières. Bonjour Grégory. Bonjour elle. Bonjour, je suis Charlotte Dudignac, je suis directrice générale déléguée d'une SIC qui est une société coopérative qui travaille sur l'entrepreneuriat collectif. Ça va être très intéressant. Et j'ai une première question à vous poser avant d'aborder ces clichés. C'est quoi pour vous entreprendre ? Alors on va souvent dire parfois entreprendre, finalement tout le monde entreprend. Entreprendre, c'est l'acte de prendre des initiatives. Moi, je suis d'accord, mais je ne suis pas complètement d'accord. Je pense que entreprendre, ça renvoie à des statuts, ça renvoie aux indépendants, à des gens qui décident de sortir du salariat ou qui n'ont pas eu le choix que de faire autre chose parce qu'ils ne pouvaient pas y accéder et qui donc vont, à travers différents statuts, travailler à leur compte et peut-être devenir employeur. Pour moi, c'est quelque chose d'assez concret. Très bien. Oui, entreprendre, effectivement, c'est entreprendre son projet, c'est entreprendre peut-être aussi des rêves ou des envies ou des idées qui peuvent naître comme ça, avec une vocation de vouloir changer les choses aussi. C'est ce qui évolue aussi aujourd'hui pas mal. Entreprendre, c'est monter son projet, oui, c'est peut-être aller au bout de ses idées aussi. C'est aussi se dire, est-ce que je suis capable de faire des choses ? Est-ce que je peux penser aussi avec ma façon de voir les choses, avec ma façon de travailler, de sortir des projets. Donc oui, entreprendre, ça a du sens en tout cas. Entreprendre, ça a du sens. Ouais. Ça commence très fort. Ouais, et justement, c'est parfait. Ça m'amène sur ce premier cliché, en tout cas moi, l'idée que j'ai là, qui me saute aux yeux, c'est que cette question d'entreprendre et de changer les choses, l'entrepreneuriat social, c'est pas un effet de mode en ce moment ? Tant mieux, en tout cas, si c'en est un. Je pense qu'on a besoin de ça. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens, que ce soit une nouvelle génération, des personnes qui ont fait des burn-out et que nous, on retrouve aussi dans nos réseaux d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui viennent avec des projets, avec une grosse dimension éthique. Et plus, quelque part, ils ont vécu des choses compliquées et plus ils vont avoir envie que leur deuxième ou troisième vie professionnelle elle se passe différemment. Les jeunes générations ont cette forme de radicalité qui est vraiment à leur avantage. Donc, je pense que c'est pas la question. Enfin, tant mieux. Il faut que ça soit un vrai mouvement de fond et une forme de radicalité dont on a besoin. Ouais. Oui, c'est pas un effet de mode. Je pense que c'est la société qui veut aussi à cette transformation-là. En fin de compte, on le voit, la société évolue et heureusement qu'elle évolue derrière, qu'on ait plus de projets impact, plus d'approches sociales, sociétales, qu'on puisse voir un petit peu aussi des nouveaux projets qui ont du sens. Parce qu'en fait, si on fait rien, on court à la catastrophe. Et je pense que c'est ancré. Alors dans les générations un peu plus anciennes entre guillemets, c'était moins évident, mais là aujourd'hui on parle beaucoup RSE, on parle beaucoup d'impact, de se faire plaisir, de se lever le matin, d'avoir ce fameux sens quand on va aller travailler. Et c'est vrai que les nouvelles générations, et là je te rejoins à 200%, c'est que c'est beaucoup plus ancré en fait chez eux aujourd'hui de se dire mais pourquoi je vais bosser en fait. Et l'entrepreneuriat social, sociétal, à impact, voilà, c'est des choses qui sont même dans les cours d'ailleurs. Maintenant, on apprend même des sujets, alors qu'à l'époque, c'était surtout compte de résultats, financement et quel argent je vais gagner. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais contribuer en fait pour moi-même et pour la société. Et vous, dans vos parcours, dans les personnes que vous accompagnez via vos différents projets, structures, vous avez beaucoup de personnes comme ça en reconversion, en mal de leur ancienne vie et qui du coup vont se lancer dans l'entrepreneuriat et en plus social ? Les coopératives d'activité et d'emploi, elles ont la spécificité d'accueillir beaucoup de gens qui sont primo-entrepreneurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais entrepris auparavant. Et dans leur famille, il n'y avait pas non plus de gens qui avaient été, on va dire, la figure de l'entrepreneur à laquelle on peut s'adosser, etc. Donc plutôt des gens qui, sur le tard, à la faveur aussi parfois d'un licenciement économique, en tout cas d'un souhait de reconversion professionnelle,
et parfois d'une contrainte de reconversion professionnelle, se retrouvent à tester un projet. Alors, généralement, c'est des gens qui peuvent avoir des compétences. Et puis là, l'idée, c'est aussi de les transformer, de trouver un marché, de travailler cette dimension commerciale, administrative. Enfin, c'est quand même un nouveau métier à apprendre. Mais effectivement, il y a pas mal de gens qui ont des projets avec des dimensions sociétales assez affirmées. Encore une fois, plus c'est des gens qui auront, en tout cas qui affirment avoir eu des burn-out, plus il y aura de façon très massive des projets de ce type-là, et qui rejoignent des coopératives donc, qui elles-mêmes ont une dimension sociétale et qui se retrouvent, je pense, aussi dans un terreau qui leur est favorable, en fait. Donc oui, clairement, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés. Ouais. C'est vrai que de notre côté, alors c'est un peu biaisé parce que c'est l'entrepreneuriat féminin dans lequel on va nous œuvrer. Donc, une grande majorité des projets ont une dimension comme ça, RSE, une dimension sociale. Donc, c'est vrai que beaucoup de nos entrepreneurs vont avoir des projets ciblés, en fait. Même si on pousse aussi à ce que les femmes entreprennent dans d'autres secteurs, que ce soit la tech, que ce soit l'industrie et ainsi de suite. Mais on a une grosse majorité qui ont ces projets, oui. Ok. Et justement, pour reprendre ton terme, on entreprend beaucoup pour les femmes aujourd'hui. De nombreux programmes d'accompagnement, d'incubation mettent en lumière la qualité des femmes entrepreneuses. Et je me demande, on entreprend au féminin, on entreprend au masculin. C'est quoi ces termes, entreprendre au féminin ? Je pense qu'alors, vaste sujet. Je pense qu'avant, en fait, en entrepreneur masculin, c'était par défaut, entre guillemets, parce que c'était les hommes qui entreprenaient. Maintenant, on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin. Alors, est-ce qu'il faut en parler ? Est-ce qu'il faut segmenter tout ça ? Est-ce qu'il faut mettre des quotas ? Est-ce qu'il faut... Non, en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, il faut pouvoir permettre à ce que les femmes puissent entreprendre plus facilement, ne pas avoir des barrières comme elles peuvent avoir aujourd'hui au niveau de la société, au niveau des banques. On a une personne qui a été voir un jour son banquier pour monter son projet et son banquier lui a dit « mais est-ce que votre mari est au courant ?» Voilà. Et oui, ça existe encore. Wow. Donc c'est un exemple. Bah oui, mais c'est pas pour rien, c'est qu'on pouvait pas signer de chèque, quoi. Voilà. On n'avait pas de compte en banque, donc ouais. En fait, il y a une augmentation de la part des femmes qui entreprennent aujourd'hui. On a 40% de plus qu'il y a 30 ans. Donc de fait, oui, il y a beaucoup plus de femmes qui entreprennent. Donc ça, c'est un vrai phénomène. On est en train d'arriver dans nos coopératives, il y a même plus de femmes que d'hommes. Voilà. Pour autant, il y a quand même, on n'est pas à l'égalité pure et parfaite. Les femmes ont encore plus d'aversion au risque entrepreneurial. Et c'est pas parce qu'elles ont peur, en fait, pas parce que on est des petites choses fragiles, c'est juste parce que d'un point de vue sociologique, on va avoir des responsabilités beaucoup plus fortes, notamment avec une charge sur la question de l'éducation des enfants qui est majeure. Donc la question de prendre des risques et de risquer de se planter, elle se pose avec beaucoup plus de force que pour un homme encore aujourd'hui. Donc de facto, c'est pas étonnant s'il y a moins de femmes qui entreprennent aujourd'hui. Alors moi, sur la question des quotas, c'est-à-dire, alors le quota, je sais pas, mais sur la question de la mixité, faut-il par exemple des groupes de femmes ? En fait, on a travaillé sur des programmes d'accompagnement par l'entrepreneuriat pour des personnes qui sont très très éloignées de l'emploi, certaines qui n'ont même jamais travaillé, en utilisant l'entrepreneuriat comme un support pédagogique. Et très honnêtement, le fait qu'elles soient entre elles, ça va les émanciper, ça va être beaucoup plus facile. Donc parfois la non-mixité peut être un vrai soutien parce qu'on se sent plus en confiance. Et pourquoi renoncer à ça quand ça peut lever des freins psychologiques, des freins à la confiance en soi? Je suis assez favorable. Et du coup, là, on n'est plus sur la définition de l'entrepreneuriat qu'on soulevait, d'entreprendre sur un projet, se lancer et toutes les connaissances et compétences que cela peut développer, moins que sur le statut de l'entreprise et d'accompagner ces femmes à créer ce côté juridique de l'entreprise. Ouais. Juste pour revenir sur ce que disait Charlotte, effectivement, c'est clair que la confiance en soi sont des leviers justement à pouvoir accompagner les femmes particulièrement sur ces projets-là. Et on le voit en fait, aujourd'hui on avait moins de femmes parce qu'il y avait des freins sociétaux, ça manquait de rôle modèle, ça manquait d'exemples. Alors que quand on voit les chiffres aujourd'hui du nombre de femmes qui entreprennent et surtout le taux de réussite
des femmes, en fin de compte, est nettement supérieur à celui des hommes. Donc c'est vrai que c'est ce frein au départ qui peut être lié un petit peu au manque de confiance parce que c'est pas courant et il y a eu trop longtemps de croyances limitantes qui ont été mises en place. Une fois qu'on libère tout ça, et c'est l'intérêt des promotions d'entrepreneuriat féminin, de les mettre aussi ensemble, on peut répondre à certaines problématiques. Mais comme on s'est aperçu aussi que l'entrepreneuriat masculin amène certaines problématiques qui ne sont pas les mêmes en fait. Donc on pourrait aujourd'hui parler d'entrepreneuriat féminin, masculin, parce que c'est pas voilà, on ne va pas résoudre de la même manière. Et on voit aussi l'impact des femmes quand elles travaillent, elles ont aussi beaucoup de choses à gérer à côté. On parle souvent du temps passé en plus de la vie de famille où il y a beaucoup de responsabilités, où il faut trouver ces solutions-là. Il y a des enjeux en fait qui sont pratiquement plus forts en termes d'équilibrage vie professionnelle, vie personnelle. Nous, on constate que les femmes vont être plus intéressées par la dimension collective que ne peuvent a priori l'être les hommes. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils ne vont pas eux-mêmes aussi se révéler dans une dimension, on va dire, plus de coopération et moins de compétition. Mais voilà, toutes ces choses-là, en fait, on sait d'où ça vient. On commence quand même à avoir, je trouve, de plus en plus il y a de plus en plus d'études sur les questions de genre sur lesquelles on peut aujourd'hui construire en fait des regards et puis construire aussi des politiques qui soient inclusives pour tout le monde, parce qu'on parle des femmes, des hommes, mais qu'est-ce qu'on fait aussi des personnes qui aujourd'hui sont très faiblement diplômées. Pour elles aussi, c'est compliqué en fait d'entreprendre. Et là, on revient sur la question du statut quand même, parce que moi j'y tiens. C'est qu'à un moment donné, on peut très bien entreprendre et entreprendre au black, quoi. Bien sûr. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'en entreprenant au black, on va se mettre dans une situation d'insécurité sociale sans protection sociale. Voilà. Et donc ça peut tenir. Ça peut tenir. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Mais si on crée des générations de personnes qui avec des statuts qui sont très faiblement protecteurs, se retrouvent à la moindre... je veux dire, on est en plein Covid aujourd'hui, même si on n'a pas nos masques, et on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations avec des statuts micro-entrepreneuriats, micro-entrepreneurs, dans des situations de très très grande précarité, avec une impossibilité à prouver, notamment qu'ils travaillaient, parce qu'ils ne sont pas capables de prouver qu'administrativement, ils ont de l'activité. Ou alors encore plus ceux qui sont black. Donc je pense que derrière ça, il y a vraiment, au-delà de la question de j'entreprends, je crois en moi, etc., l'empowerment et tout ce qui va, qui est absolument fondamental. Aujourd'hui, on a un enjeu de retrouver une protection sociale pour tous. Et ça passe par, à un moment donné, l'impôt, la protection, le prélèvement, enfin, des choses qui sont vraiment super importantes. Le régime général, la retraite, la formation professionnelle, la santé, voilà. Et je pense que c'est le grand défi des entrepreneurs d'aujourd'hui. Que de pouvoir, et que quand on est entrepreneur social, au-delà de l'objet de ce pourquoi on se lève tous les matins, qui peut être, je veux dire, autant de sujets dont on a autant de défis à relever aujourd'hui, la façon dont aujourd'hui on va soi-même se protéger, le choix qu'on va faire de travailler avec des gens et de les rémunérer convenablement, de ne pas travailler dans des structures qui en fait, quelque part, qui exploitent les gens, et que soi-même on peut devenir quelqu'un qui exploite. Pour moi, ça fait partie de l'entrepreneuriat social. Enfin, si on peut aller sur un sujet... Et justement, sur ces problèmes de société et le fait qu'on doit se sécuriser et trouver un emploi ou devenir auto-entrepreneur, moi, ma question est de savoir, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est à la mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de job, donc créer ton job, c'est des opportunités ou une réalité triste? Au regard de l'histoire, ça a longtemps été la situation. En fait, le salariat, c'est quand même une construction historique assez récente. On prend le 19e siècle, les gens étaient payés à la tâche. En fait, les familles, elles travaillaient dans les maisons. D'ailleurs, finalement, les enfants, ils aidaient les parents. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils reproduisaient et qu'ils devenaient... Enfin, que la pratique du métier se passait de père en fils ou de mère en fille ou père en fille. Donc, en fait, ça a toujours été comme ça. On a eu des parenthèses enchantées dans l'histoire qui ont été faites à la faveur la libération, la protection sociale, le programme commun du gouvernement, quand il y en a eu. C'est ça qui est important aujourd'hui. Donc oui, il y a des gens, effectivement, qui n'ont plus le choix. Ça a toujours été le cas. Dans les années 70, c'était le cas. La création les discours politiques sur l'entrepreneuriat, ça remonte dans les années 70, parce qu'il y avait du chômage structurel et que la question c'était, il va falloir que les gens trouvent leur emploi. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait rien. C'était démerde-toi, et ensuite il y a eu des morts,
sur la route, des gens qui s'endettaient, enfin, c'était incroyable. Et les réseaux d'accompagnement sont arrivés. Et c'est là, en fait, on a commencé à comprendre que non, il fallait un petit peu professionnaliser ça, et c'est des réseaux comme les nôtres qui ont vu le jour, en fait, dans cette approche-là. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas le choix. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont carrément le choix et pour qui c'est un projet de vie. Donc il y a vraiment des grands écarts aujourd'hui dans la société et je crois que l'entrepreneuriat est au carrefour de ça. C'est vrai. Et Grégory, par exemple, dans la Fédération des Premières, pourquoi les personnes décident d'entreprendre ? J'aurais une démarche une vision un peu très, très positive en disant je pense que c'est effectivement plus des opportunités en fait. Alors on a l'extrême, c'est clair qu'il y a des personnes qui et on va arriver dans les mois qui viennent justement sur cette situation-là, des personnes qui auront perdu leur emploi et la seule solution sera de créer leur propre job. Mais on voit quand même aussi en fait des personnes qui se posent la question de se dire j'ai plus envie de faire ce que je faisais là. Maintenant je me rends compte que c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas être salarié. Je suis capable d'entreprendre. Donc on va avoir des personnes qui vont profiter de cette situation pour justement saisir l'opportunité de le devenir. Après c'est vrai que par rapport à une ancienne époque, là aujourd'hui il y a beaucoup plus d'outils qui vont permettre justement de pouvoir créer son entreprise. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il y avait effectivement vraiment le salariat et ça ne correspondait pas à tout le monde. Comme tout le monde ne peut pas être non plus entrepreneur en fait. Mais globalement, je pense que ça reste quand même une opportunité et pour les personnes de pouvoir créer son propre job et d'avoir sa propre vision et d'essayer. Après, rien n'empêche de se rendre compte que ça ne peut pas coller, de retourner dans le salariat si c'est possible. S'ils ont cotisé, c'est mieux quand même. C'est vrai. Et qu'est-ce que ça dit, à votre avis, là, en ce moment, avec la crise qu'on vit, qu'est-ce que ça va dire des années à venir autour de la question de l'entrepreneuriat vs le salariat ? Il y a une baisse tendancielle en fait, du salariat, mais le salariat reste un régime majeur. Moi, je suis curieuse de voir au niveau des intermittents du spectacle ce qui va se passer dans les prochains mois. Je pense que je suis pas quelqu'un de très très optimiste. Je pense qu'on va aller vers un détricotage du droit du travail, ce qui du coup va accélérer le besoin de collectif. Et ce qui est déjà en train de se faire. Nous, on observe vraiment ça. Et du coup, l'enjeu, il me semble, c'est de retrouver, d'accélérer effectivement les convergences, de faire en sorte qu'on ne soit pas les uns contre les autres et qu'on travaille à créer des espaces de coopération entre les individus, entre nos structures, sur les territoires, et qu'à côté de ça, on travaille vraiment la question de la protection sociale, quoi. Et de comment est-ce qu'on recrée des communs. Les communs, c'est l'école, c'est la santé, c'est le vivre ensemble, c'est les commerces de proximité, c'est les transports. C'est d'une nouvelle société dont on a besoin et l'entrepreneuriat social peut y contribuer comme je veux dire, d'autres pans en fait, d'acteurs en fait, devraient le faire. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est important, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est d'entreprendre en fait. Alors entreprendre c'est bien, mais réussir c'est quand même mieux. C'est de pouvoir donner les bons éléments, les bons accompagnements pour justement pas arriver sur des entreprises qui font que du black, qui est vraiment toutes les missions derrière qui vont permettre aussi de bien entreprendre et de pouvoir véhiculer derrière, de payer correctement les personnes, de bien se payer surtout aussi. Voilà, c'est aussi un des problèmes qu'on voit aussi, c'est souvent quand on monte sa propre entreprise, c'est qu'on va parfois manquer, c'est pas d'ambition, mais on va avoir un peu plus de peur, donc on va être un peu plus juste, alors qu'il faut vraiment avoir cette ambition, oser entreprendre justement avec une vraie vision pour entreprendre correctement. C'est ça qui est aussi important pour pouvoir payer toutes les charges, pour pouvoir payer justement tout ça. Et je pense que ça, c'est important pour le coup. Et justement, ça me fait penser à un autre cliché, c'est l'idée qu'on n'entreprend que dans les zones périurbaines ou urbaines. On est tous égaux face à ces capacités d'être accompagnés quand on veut être entrepreneur ? Alors, je pense qu'on ne l'était pas. Maintenant, je pense qu'avec... ça avance ? Je pense que ça avance beaucoup. Nous, en tout cas, j'en parle au niveau des fédérations des premières, où on travaille justement sur des programmes de blending learning, justement de mix aussi avec la bimodalité, créer des lieux un peu partout en zone de ruralité pour pouvoir créer des promotions, garder quand même l'esprit de promotion et unir les personnes, mais être capable d'avoir 2-3 personnes à un endroit, 2-3 personnes à un autre. La situation sanitaire a ouvert des portes, entre guillemets, une nouvelle façon de voir les choses qu'il faut adapter. Il faut pas, on ne doit pas juste dire, tiens, on va faire 8 heures de Zoom, ça ne fonctionnera pas. Mais je pense, non, ça ne marche pas. Mais je pense qu'en fait,
on a tendance à pouvoir se dire que c'est en train de changer. On voit aussi des personnes qui quittent les grandes villes pour aller s'installer parce que voilà, effectivement, il y a du réseau aussi un peu partout. Donc on peut se connecter de partout, on peut faire du télétravail. Donc ouais. Moi, je sais pas, je trouve qu'en fait, parfois aussi, parfois ça peut être un cliché aussi. En fait, ce qui se passe, une des choses qui est significative dans l'entrepreneuriat individuel, hein, c'est la pluriactivité. C'est le fait que en fait, les gens, ils n'ont pas une seule activité en tant qu'entrepreneur, ils vont en fait compiler plusieurs choses. Voire même aussi un boulot de salarié à temps partiel, etc. Et en fait, dans les territoires ruraux, etc., c'est encore plus fort parce qu'effectivement, les gens n'ont pas le choix, ils sont aussi obligés de s'adapter, peut-être plus fort que dans des endroits où il va y avoir effectivement je sais pas, quelques formes d'accompagnement. En tout cas, moi je crois que la vraie question, c'est cette question de la pluriactivité. Moi je trouve que c'est quand même une chose assez excellente que de pouvoir finalement faire autant de choses différentes potentiellement dans sa vie. Et puis aussi, c'est assez réaliste, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus compliqué de trouver quelque part un emploi rémunérateur en tant que salarié ou entrepreneur à temps complet, même si tu y passes 8 heures par semaine. Que ce soit vraiment rémunérateur. Donc effectivement, est-ce que demain, notre enjeu à tous, c'est pas d'arriver effectivement à concilier différents temps de vie professionnelle, du temps pour soi, du temps aussi pour la société, quoi, voilà. Et sur cette base-là, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que ce soit facile à faire? Parce que c'est pas si simple. Et justement, merci. Je me pose la question, quand on devient entrepreneur, même quand on le laisse, ça y est, c'est lancé, est-ce que c'est vrai qu'on choisit la semaine à 8 jours et que le samedi, le dimanche n'existe plus et qu'on est corps et âme? Bon, il y a des gens qui décident que non, qui n'ont pas le choix d'ailleurs, en fait. On prend par exemple les personnes qui sont en situation de handicap psychique, qui ne peuvent pas travailler, en tant que salariés, et travailler à leur compte, ils vont pouvoir, mais avec des moments où ils ne vont pas avoir le choix autre que de s'arrêter. Il va falloir qu'ils le fassent. Et leur gros enjeu pour eux, c'est de faire comprendre à leur entourage et à leurs clients qu'en fait, ils ne peuvent pas être... En fait, la question du temps, c'est aussi la question de quel rapport on instaure avec ses clients. Est-ce qu'on a le droit aussi de leur dire non, en fait, je ne travaille pas le samedi, en fait. Mais au début, est-ce qu'on se laisse le droit de le faire, ça, justement? Non, mais c'est comme tout. Ton premier travail salarié, je suis sûre que tu travaillais le samedi et le dimanche. Les yeux fermés, tu y allais, quoi. Je dormais à mon travail, je mangeais à mon travail. Voilà, effectivement, c'est des métiers passion, c'est des trucs, etc. Mais au-delà de ça, au fond, c'est aussi le rapport du David de Goliath, du petit au gros. C'est aussi à nous, à un moment donné, de fixer nos propres limites, je pense. Ouais, je pense que tu l'obtiens effectivement après avec l'expérience aussi. Au départ, quand tu crées, forcément, ça prend du temps. Parce que déjà, c'est censé te tenir à cœur quand on monte un projet comme ça. C'est le mot que tu utilisais, le mot de passion aussi. C'est souvent ça. C'est-à-dire que tu vas le créer par passion, donc tu vas t'engager beaucoup plus. Alors, surtout nous, quand on parle d'entrepreneuriat féminin, où en plus de la vie, il y a aussi ce projet-là. Donc bien forcément, on n'est pas sur 8 jours sur 8, mais ça prend beaucoup de temps. Après, il faut se ménager effectivement du temps aussi pour soi. Il faut faire attention parce qu'on est plus productif à un certain moment donné. Donc au début, je pense que effectivement, le temps, il est important. Mais parce qu'on a envie de le donner. Mais après, avec l'expérience, je pense aussi l'expérience, puis l'accompagnement, le réseau, les bons conseils, peut-être que des personnes qui viennent contribuer au projet, on peut arriver à aménager les choses. Ouais. En fait, il y a quand même des choses dont on sait qui ne marchent pas trop bien, quoi. C'est-à-dire, le truc qui ne marche pas trop bien, c'est de mélanger la vie pro et la vie perso. Tu ramènes ton conjoint, c'est peut-être pas forcément la personne avec qui tu vas pouvoir échanger sur ton projet 24/24, parce qu'à un moment, ça peut peut-être pour lui ou pour elle être un petit peu compliqué. Là où il y a la famille qui mange, c'est pas l'atelier de travail. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Ensuite, quand on parle de l'entrepreneuriat, on sait qu'il y a le temps où on produit en tant que tel, on est créatif, etc. Mais il y a le temps où il faut chercher les clients, et puis il y a le temps où il faut gérer l'administratif. Voilà. C'est du job. Donc ces deux choses-là, c'est les choses qui sont les plus compliquées. Il y a des gens qui détestent faire le commercial, il y a des gens qui ne savent pas faire l'administratif. Donc ça, c'est une vraie question aussi sur laquelle il faut que chacun et chacune qui se lance dans un projet comme ça doit se poser, c'est, voilà, est-ce que je sais faire, est-ce
est-ce que ça me plaît ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que je déteste ou vraiment je comprends rien à la compta, auquel cas il faut se faire aussi accompagner là-dessus. Et il ne faut pas hésiter parce que quand on est tout seul, sa vraie valeur, c'est le temps. C'est le temps. On n'a pas forcément, pour les gens qui n'ont pas vocation à créer une start-up, c'est le temps. Voilà. Donc le temps, il faut qu'ils aillent l'optimiser au maximum là où ils sont les meilleurs. C'est hyper important, effectivement, c'est se connaître en fait. Quand on est entrepreneur, c'est se connaître parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est souvent le piège en disant voilà, je vais faire la compta, je vais faire tous les sujets. Puis en fait, on est bon dans certains domaines et d'autres, on va l'être un peu moins. Donc on peut s'améliorer, mais en tout cas, il faut le connaître ou alors il faut se faire accompagner. Justement. Et c'est vrai que nous, dans beaucoup de nos formations, on va d'abord faire passer un questionnaire en fin de compte de personnalité pour connaître ses points forts et les points où moi je suis un peu moins créa. Bon, donc voilà, il va falloir que je compense ça. Et c'est là où c'est aussi intéressant. C'est quand on va vouloir entreprendre, c'est se connaître d'abord pour pouvoir vraiment réussir son projet. Et puis, tu n'as peut-être pas envie de faire ta compta et tes factures sur ta table en formica le soir à 22h à la lueur d'une bougie. Ah bon, ça c'est à l'ancienne, mais aujourd'hui c'est encore vachement le cas. Ouais, encore des bougies. Je pousse un peu le trait, bah ouais, imagine. En fait, tu passes beaucoup de temps sur un sujet que tu pourrais externaliser, enfin, ou faire par quelqu'un d'autre, déléguer, ouais. Ce qui fait que tu vas gagner du temps sur ta force vive en fin de compte de ce que tu veux faire. C'est ça, et du coup, mais derrière ça, l'idée est que ce dont les gens ont besoin, c'est de se dire j'ai besoin de maîtriser. Et à la fois, c'est nécessaire, et en même temps, ça peut être un ennemi, cette approche de tout maîtriser. Parce qu'à un moment donné, il va falloir travailler avec d'autres et déléguer, accepter que quelqu'un fasse sa compta, accepter, il y a des structures qui sont faites pour ça. Sur le commercial, on peut aussi travailler de plus en plus avec des gens. Il faut des collectifs qui se mettent en place, il y a des plateformes, il y a des choses. Ça, c'est des bons atouts, je pense, aussi, pour éviter cette fameuse semaine. Et ça me pose une avant-dernière question. Vaut mieux être seul que mal accompagné quand on est entrepreneur ? Ah oui, il faut toujours être mal accompagné, c'est toujours compliqué. Être seul, non, en fait. Et être seul, alors ça peut prendre plusieurs aspects. Hein. Ça peut se faire accompagner par des réseaux, là, comme on échange, comme on connaît. Ça peut être accompagné d'associés. Alors après, il faut bien les choisir. Voilà. Il y a des règles aussi dedans. Il y a des conseils à avoir. Ça dépend en fait de sa personnalité aussi. Est-ce qu'on est capable de déléguer ? Il faut apprendre. Mais en tout cas, être seul, c'est rarement positif en fait. Parce qu'on on ne peut pas tout maîtriser, c'est impossible. Et en fait, on s'aperçoit souvent que quand on est accompagné, quand on a des conseils, quand on a même des mentors, tout simplement, hein, ça permet d'avoir du réseau et ça permet d'éviter de rencontrer des problèmes que les autres ont déjà rencontrés. Et ça, c'est je pense... le partage de connaissances. Ouais, et je trouve que la société, on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi, en fait, on est dans un côté collectif de plus en plus fort. Et je crois que c'est une aubaine, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, de pouvoir avoir cet état d'esprit-là et de retrouver des personnes avec qui échanger et profiter justement et construire. Quoi. Pour en revenir à la figure en fait un peu classique de l'entrepreneur masculin, en fait, l'entrepreneur... comment dire, celui dont on a tous pâti pendant des années, parce qu'en fait, non, on n'était pas cet homme à qui tout réussissait, pour qui c'était tellement simple, c'était presque naturel, en fait, c'était même chromosomique, on ne savait pas trop. Mais en fait, c'est faux tout ça. C'est des gens qui, effectivement, je veux dire, ont eu un réseau, ont eu une culture, ont eu un milieu familial, ont eu des transmissions. En fait, tant mieux pour eux. Quand on n'en a pas, on fait quoi ? Et c'est justement ça qui est important, c'est quand on parle d'accompagnement, que ce soit être avec des pairs, dans nos coopératives, il y a à la fois des gens qui accompagnent, c'est leur métier, mais il y a aussi d'autres entrepreneurs. Et parfois, un entrepreneur, on pourra dire la même chose si on est chargé d'accompagnement. Si c'est l'entrepreneur qui le dit, ça passera mieux, si c'est le père qui le dit. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de mixer toutes les expériences possibles pour qu'à un moment donné, ce que tu disais sur l'expérience qui s'acquiert, comprendre ce qu'ont fait les autres, en tirer ses enseignements pour soi, etc. C'est cette fameuse culture qui va être nécessaire et qui, à un moment donné, vont nous permettre
d'avancer et de lever des freins. Et je pense que ça, c'est vraiment important. On ne naît pas entrepreneur quand on ne naît pas femme, voilà, on le devient. Et autrui, c'est un super révélateur. Voilà. Ensuite, comme tu le dis, je pense que être mal accompagné, c'est peut-être être accompagné par sa belle-mère qui va se dire « je vais t'aider, tu vas voir, je comprends tout ». Voilà, on peut être aussi accompagné dans sa famille, c'est pas évident, moi je trouve. On peut être accompagné par des gens qui n'écoutent pas et qui ont des trucs. Voilà, bon. Ensuite, aujourd'hui, il y a quand même plein de programmes, il y a plein de choses. Je pense que tout le monde va. Voilà. Faut faire confiance à ses instincts, il faut regarder ce qui se passe et aller là où on se sent le mieux, en fait. Il y a plein de choses aujourd'hui. Merci. Et je me demandais une dernière question qui est vraiment assez différente de celle que je vous ai posée. Pour moi, quand on parle d'entrepreneuriat social, d'économie sociale et solidaire, en fonction même des différents modèles, en ski, en start-up ou autre, c'est pas un truc de bobo, toutes ces questions d'entrepreneuriat social aujourd'hui ? La question du bobo. La fameuse. Je voudrais terminer avec celle-ci, elle me tient à cœur, je crois. La fameuse. Non, là, il faut vraiment sortir, faut vraiment aller. Faut sortir des villes, quoi, pour se rendre compte que c'est évidemment pas une question de riches ou de classe moyenne même. L'autre jour, en fait, j'étais avec ma fille, on était dans le RER, je ne sais plus où on allait. Bref, et en fait, on rentre, et là, on voit des jeunes, ils avaient plein de sacs, et en plus, ça sentait vraiment la bouffe. Et du coup, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites ? Et en fait, ils m'expliquent qu'ils viennent de Sarcelles, et là, en fait, ils vont faire une maraude. Et ils avaient de la nourriture. Et je leur dis, mais comment vous avez fait ? Ah on a fait une collecte, on a acheté nous-mêmes et on fait à manger et on va le donner à des gens là qui sont dans la rue. Voilà, je sais pas, c'est dit. Ces gamins, ils avaient 18, 20 ans. Ils ont entrepris. Et ils le font collectivement, ils ne se posent pas des questions, ils savent que les gens sont en train de. Il y a des gens qui sont en train de ne plus avoir la capacité de se nourrir. Ils ne réfléchissent pas, ils s'organisent, ils font des choses incroyables. Ils sont dignes d'être caractérisés comme des entrepreneurs sociaux dignes de ce nom. Et ils savent pourquoi ils le font véritablement. C'est leur condition d'humain qui est en jeu, en fait. Et au sein de la Fédération des Premières, vous voyez une diversité des profils et des gens qui entreprennent, justement ? Oui, on voit des entreprises dans les QPV, on voit dans les ZDR, on voit que ce soit en grande ville, dans des villages aussi, en fonction des régions, parce qu'on est vraiment présent sur tout le territoire, que ce soit même en Guyane, voilà, on voit des super projets qui sortent. Et alors c'est vrai que la question du bobo, c'est même pas, on ne pose pas en fin de compte du tout, parce qu'on voit tellement voilà, on voit je pense à une entreprise qui s'appelle Meet My Mama, où ils font de la cuisine collective en fin de compte, où ils sont en train d'intégrer des personnes de toutes les régions, ils vont aller à Marseille. C'est des vrais projets de société, en fait. Ça va même plus loin que ça, en fait. Donc, pour moi, voilà, ça n'a rien à voir avec le bobo. C'est juste, je pense, créer son projet, se faire plaisir, donner du sens. En fait, c'est ça qui doit compter. Après, ce qu'on peut en retirer derrière, ou ce que les gens peuvent dire derrière, pour ça pas... Je pense même que c'est même tout le contraire, à vrai dire. Pour le coup, l'entrepreneuriat... alors, attends... Bon. Si on parle j'aime pas ce terme de bobo en fait, mais on va dire un entrepreneuriat, spéculatif, très classique, voilà, ce genre d'entrepreneuriat-là extrêmement néolibéral, à mon avis, il va être présent dans toutes les classes sociales. Mais je pense qu'il est aussi majoritairement présent, il n'est pas présent à tel point dans les classes populaires. Je pense que les classes populaires aujourd'hui, quand elles se mettent aussi à entreprendre avec des projets d'innovation sociale, elles savent pertinemment pourquoi elles le font. Elles le font, elles le font pour se sauver elles, pour sauver leur entourage. Enfin,
Alors évidemment, aujourd'hui, il y a même c'est compliqué en fait. On est un peu à contre-courant. Il y a des jeunes qui aujourd'hui ont juste envie je sais pas, de spéculer à vendre des sneakers, des chaussures. Voilà, bon bah, ok. Il y a clairement, c'est quand même le gros courant dominant. Mais c'est pas ce courant-là qui va faire que demain ce sera intéressant. Donc non, moi je pense que l'entrepreneuriat social, c'est l'entrepreneuriat le plus populaire qui puisse exister aujourd'hui. La notion de valeur, je trouve qu'on le retrouve beaucoup aussi effectivement dans les projets maintenant. Donc entrepreneuriat social, j'aime beaucoup que c'est justement l'entrepreneuriat populaire et avec de fortes valeurs. Merci beaucoup, c'était très très riche, j'ai adoré discuter avec vous, j'espère que vous aussi. Oui, c'était bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Quant à nous, on se retrouve juste après pour débattre. Merci. Aviva.